5 milliards, posés sur la table, une seule arrestation au bout de la chaîne, et soudain, à Saint-René, la scène institutionnelle se fige. Entre une pression financière extérieure millimétrée et les réponses méthodiques des unités loyales, quelque chose se resserre autour d'Ibrahim Traoré et redessine silencieusement les marges de la souveraineté. À partir de quel moment, pour un observateur éloigné comme vous, cette résistance mesurée d'Ibrahim Traoré cesse d'être un simple fait divers pour devenir un test grandeur nature des mécanismes de protection? Car derrière un pourcentage, une valise ou un trajet répété, c'est parfois toute une architecture qui se met à trembler. Comprendre ce qui s'est réellement joué dans la séquence décrite par les documents suppose d'entrer dans une logique de risque avant toute autre considération. Le bénéfice pour le spectateur tient dans une promesse simple: disposer d'une lecture méthodique capable de distinguer parmi une succession de signaux faibles ce qui transforme silencieusement une structure entière. Lorsque les rapports évoquent un écart de 17% dans les flux internes, ils ne décrivent pas un incident isolé, mais un point de bascule où une variation minime devient un indicateur d'architecture, révélant la fragilité potentielle des mécanismes de supervision. C'est ici que se joue l'enjeu central. Comment une organisation parvient-elle à interpréter correctement les anomalies lorsqu'elles se présentent sous la forme de micro-écarts, de transferts inhabituels ou de relais extérieurs dont la cohérence reste à établir? Un détail peut renverser une hypothèse. Micro-hook, et cette possibilité suffit à mesurer la valeur d'une analyse structurée. L'engagement de cette partie est donc clair: offrir un cadre de compréhension qui relie variations techniques, pression externe et ajustements successifs, sans dépasser ce que montrent les sources disponibles. Un premier révélateur apparaît lorsque les rapports indiquent qu'un écart de 17% dans les flux internes suffit à reconfigurer tout le protocole d'examen. Ce simple pourcentage, discret mais mesurable, transforme une anomalie isolée en signal structurel et déplace l'attention vers les mécanismes cachés qui encadrent la stabilité autour d'Ibrahim Traoré. Les documents soulignent que l'incident financier, 5 milliards évoqué d'un côté, une seule arrestation de l'autre, ne constitue jamais une rupture soudaine. Il s'inscrit au contraire dans une chaîne d'ajustement méthodique où chaque variation appelle une vérification supplémentaire. Pour comprendre cette dynamique, il faut suivre la logique des équipes chargées de l'observation. Comparer les flux récents aux données historiques, produire des tableaux de variation, distinguer les fluctuations normales des écarts persistants, puis isoler la zone exacte où la cohérence opérationnelle commence à se fragmenter. Cette étape ne vise pas à désigner une responsabilité, mais à clarifier le degré de sensibilité d'un système soumis à des pressions extérieures, capable d'exploiter les plus petites marges. Parallèlement, un groupe de coordination harmonise les observations pour éviter qu'une multiplication d'interprétations locales ne crée de nouveaux angles morts. Dans cette configuration, l'affaire dépasse la simple tentative de corruption. Elle devient le symptôme visible d'une pression plus large, longue à s'accumuler, précise dans ses ajustements et attentive aux moindres failles procédurales. La séquence décrite par les documents se déploie donc en plusieurs paliers: repérer un comportement inhabituel, suivre les déplacements, recouper les contacts, examiner les échanges, puis contrôler les éléments matériels disponibles. Chaque geste contribue à éclairer comment une structure réagit lorsqu'un signal faible gagne en intensité. Ainsi, la progression du doute à l'hypothèse structurée n'est jamais abrupte. Elle repose sur un travail patient qui transforme des indices épars en compréhension opérationnelle. Dans les premières heures de l'enquête décrite par les documents, le rôle des officiers chargés de la surveillance initiale devient la clé de lecture la plus fiable. Leur mission ne vise ni à anticiper un scénario politique, ni à interpréter des intentions, mais à documenter pas à pas l'évolution d'un signal jugé inhabituel.
Cette équipe restreinte agit comme fil conducteur. Elle observe, recoupe, puis transmet les éléments avec une prudence méthodologique qui structure tout le reste. Un exemple précède cette analyse. Un individu étranger circule entre plusieurs sites militaires et civils sans motif opérationnel clair. Les rapports précisent que son comportement n'est pas explicitement menaçant, mais que la répétition de ces allers-retours crée une zone d'incertitude. Les officiers notent les horaires, les trajets et vérifient la concordance avec les registres de déplacements autorisés. Rien ne permet encore de conclure, mais l'accumulation des observations commence à densifier la vigilance. Un autre exemple suivant illustre cette phase. Les documents mentionnent ensuite l'apparition de numéros étrangers parmi les éléments saisis. Cette présence, sans valeur probante immédiate, agit comme un indicateur nécessitant une exploration plus structurée. Les équipes techniques établissent des correspondances, analysant les contacts, puis classent les interactions selon leur fréquence et leur cohérence factuelle. Ces deux exemples illustrent le mécanisme central. Les effets précoces ne sont pas spectaculaires, mais méthodologiques. Une surveillance qui se resserre, une chaîne décisionnelle qui s'organise, une compréhension graduelle qui s'affine. À ce stade, l'enjeu n'est pas encore l'interpellation, il s'agit de déterminer si un comportement observé relève d'une irrégularité tolérable ou d'un risque latent nécessitant un cadrage plus strict. L'enjeu ici est de comprendre comment un système réagit, comprendre comment une structure réagit réellement. Avant les vérifications croisées, l'affaire semble n'être qu'un ensemble de signaux dispersés. Après les premières corrélations, elle devient une séquence cohérente où chaque étape conditionne la suivante et resserre progressivement l'environnement institutionnel autour d'Ibrahim Traoré. Cette bascule structure toute la dynamique rapportée dans les documents, un enchaînement net découpé en trois temps: activation, point culminant, puis onde résiduelle, où la précision méthodologique remplace l'intuition. La mécanique démarre avec un simple signalement. La mécanique démarre avec un simple signalement. Un individu étranger multiplie des déplacements entre sites militaires et civils sans justification opérationnelle. Les officiers observent. Ils consignent. Ils recoupent les itinéraires. Les rythmes ne coïncident pas avec les schémas habituels. Les rapports soulignent que rien n'est encore concluant, mais la répétition installe une tension discrète. Une première friction apparaît. La nécessité de déterminer si ces mouvements reflètent une présence légitime ou s'ils introduisent une vulnérabilité dans une structure déjà exposée à des pressions extérieures. Cette phase s'intensifie lorsque les unités procédant au contrôle matériel découvrent des éléments inattendus, des numéros étrangers, des contacts récurrents, des traces de communication autorisées par les cadres réglementaires. Chaque fragment, pris isolément, reste faible, mais leur accumulation crée un faisceau d'indicateurs qui oblige les équipes à ajuster leur grille de vérification. Le dispositif s'épaissit. Les documents décrivent ensuite une simulation tactique. Les documents décrivent ensuite une simulation tactique menée sur plusieurs jours. Les officiers feignent un intérêt mesuré pour certaines propositions de l'individu. Ils dialoguent sans négocier. Ils avancent sans s'engager. L'objectif est clair: comprendre l'intention, identifier les relais éventuels, déterminer si l'acteur agit seul ou s'inscrit dans un réseau extérieur plus structuré. Puis vient la date du 8 novembre. C'est le pivot. L'opération est calibrée pour éviter toute confrontation inutile, sécuriser l'espace, réduire les risques, fixer une fenêtre d'interpellation optimale. Lors de la rencontre, les équipes saisissent la valise, les supports électroniques, les documents. La scène n'est pas spectaculaire, elle est méthodique. Les rapports insistent sur ce point. L'interpellation n'est pas un acte isolé,
mais un nœud logique dans une chaîne d'observation déjà dense. C'est aussi ici que la pression perçue autour d'Ibrahim Traoré change de dimension analytique. L'incident cesse d'être l'initiative d'un individu pour devenir l'expression mesurable d'une mécanique extérieure plus large, patiente, capable de tester les marges institutionnelles par micro-ajustements successifs. Après la saisie, la dynamique se déplace vers l'exploitation. Après la saisie, la dynamique se déplace vers l'exploitation. Les analystes examinent le téléphone, l'ordinateur, les documents physiques. Ils isolent les métadonnées. Ils cartographient les contacts. Certains renvoient à des pays voisins, d'autres à des structures européennes. Les rapports ne tirent aucune conclusion politique. Ils décrivent seulement une architecture d'interaction potentielle que la procédure doit démêler sans surinterpréter. Les effets deviennent alors mesurables. Consolidation de la surveillance, recentrage des ressources, réévaluation des seuils d'alerte. L'affaire s'inscrit désormais dans une logique séquentielle. Surveiller, vérifier, exploiter, qui explique comment un simple écart, un transfert atypique ou un déplacement inhabituel peut déclencher une reconfiguration complète des mécanismes internes. Dans cette trajectoire, chaque geste compte, chaque variation pèse, chaque contrôle modifie la compréhension globale du système en place. L'analyse bascule réellement lorsque les données disponibles commencent à dessiner une structure mesurable, un passage net du baseline aux écarts observés qui transforme une succession de signaux faibles en indicateurs concrets que les équipes doivent interpréter avec précision autour d'Ibrahim Traoré. Cette étape n'explique rien au-delà des sources. Elle organise simplement ce que les chiffres permettent d'observer et de comparer. Un premier indicateur mesure une variation, plus 37% sur les revenus issus de l'or. Les rapports ne présentent pas cette hausse comme un succès politique, mais comme une transformation interne mesurable de la structure de captation. Ils rappellent que ce type d'augmentation peut provenir d'une révision contractuelle, d'une réduction d'intermédiaires ou d'un ajustement procédural. Phrase Jaigné bimontre mot. Ce delta indique une redistribution différente qui modifie subtilement les flux internes. La donnée agit donc comme un signal précoce, un changement suffisamment large pour être détectable, suffisamment limité pour ne pas impliquer de conclusions normatives. Elle devient un repère utilisé par les analystes pour comprendre comment les ressources circulent dans une période où chaque variation possède un poids particulier dans la stabilité institutionnelle environnante d'Ibrahim Traoré. Un second indicateur suggère un renforcement, plus 28% sur les dépenses de sécurité. Ce chiffre suggère un renforcement technique et logistique des capacités opérationnelles nationales. Dans le cadre strictement analytique adopté par les documents, une telle progression correspond généralement à la consolidation de dispositifs existants, extension des programmes de formation, acquisition de matériel, densification des infrastructures. Phrase GIA, 12 mots. L'augmentation reflète une intensification fonctionnelle qui renforce la vigilance dans chaque segment. L'intérêt de ce delta réside dans sa portée opérationnelle. Il indique qu'une partie des ressources est reconfigurée pour répondre à un environnement où les signaux faibles, déplacements suspects, contacts extérieurs, variations internes, nécessitent une attention accrue. Cette hausse replacée dans la séquence complète montre comment un système adapte ses priorités lorsqu'un incident exige une supervision méthodique plutôt qu'une réaction ponctuelle. Le troisième indicateur présente une diminution. 45% sur les aides extérieures conditionnées. Cette diminution ne renvoie pas à une interprétation politique. Elle décrit une reconfiguration des équilibres budgétaires, où la baisse d'un apport implique un ajustement interne ou une diversification des sources. Phrase GI Nya, 11 mots.
Le recul impose une réorganisation budgétaire qui redéfinit silencieusement les marges institutionnelles. Pour les analystes, l'intérêt de ce chiffre est double. Il mesure un déplacement de dépendance financière et précise les contraintes nouvelles pesant sur les cycles de continuité économique. Dans un contexte où les flux internes font déjà l'objet d'un examen renforcé, cette évolution structurelle devient un paramètre essentiel pour réévaluer la résilience ou les tensions potentielles du système opérant autour d'Ibrahim Traoré. Pris ensemble, ces trois indicateurs ne construisent pas un récit prédictif. Ils décrivent une série de mouvements quantifiés qui réorganisent les priorités, modifient les marges d'action et révèlent comment un système absorbe ces variations sans sortir du cadre factuel autorisé par les rapports. La logique suivie reste strictement technique: observer, comparer, mesurer, puis structurer ce que les écarts permettent d'établir. Rien de plus. Les documents disponibles présentent deux cadres d'analyse distincts, non pour opposer deux visions politiques, mais pour structurer une compréhension méthodologique des dynamiques observées. Leur objectif n'est pas de conclure, il est d'exposer la solidité interne de chaque raisonnement avant de montrer comment ils s'articulent autour des mêmes indicateurs factuels. Cadre 1: la stabilité dépend historiquement de relais extérieurs. Ce premier point de vue repose sur une idée simple: les économies enclavées ou disposant de capacités logistiques limitées ont traditionnellement recours à des partenariats internationaux pour stabiliser certains approvisionnements et maintenir la continuité de services spécialisés. Dans cette logique, la baisse de 45% des aides extérieures conditionnées n'est pas perçue comme un signal politique, mais comme un risque technique susceptible d'introduire une tension opérationnelle. Le Stillman de cette position reconnaît la force de son argument. Garantir la résilience peut nécessiter le maintien d'ancrages externes, dont la disparition brutale entraîne des coûts d'ajustement difficiles à absorber. Cadre 2: la réorganisation interne permet un rééquilibrage mesurable. L'autre lecture s'appuie sur les données montrant une hausse de 37% des revenus issus de l'or et une progression de 28% des dépenses de sécurité. Elle soutient qu'un système peut compenser une réduction d'apports extérieurs en redistribuant différemment ses ressources, renforçant ses segments critiques et adaptant ses priorités internes. Le Stillman de cette approche insiste: ces variations ne prouvent rien au-delà des chiffres, mais elles montrent qu'un rééquilibrage structurel reste possible lorsqu'un environnement impose de nouvelles contraintes. Réponse structurée: la comparaison encadrée, unique procédé rhétorique employé, ne cherche pas à trancher. Elle montre simplement que les deux perspectives évaluent différemment les mêmes signaux. La première valorise la continuité des appuis extérieurs. La seconde met en avant la capacité d'ajustement interne. Les deux raisonnements demeurent compatibles car ils ne décrivent pas des intentions mais des mécanismes: dépendance, redistribution, adaptation. Ensemble, ils forment un prisme équilibré permettant de situer l'incident dans une transition plus large, où chaque variation mesurable devient un indicateur de transformation plutôt qu'un verdict. C'est à ce moment précis que l'exploitation des données saisies remplace l'observation comportementale comme source principale d'information, révélant une dynamique plus profonde que ne le laissaient penser les déplacements initiaux. Les documents décrivent un glissement net: le téléphone, l'ordinateur et les pièces matérielles deviennent les éléments centraux d'une architecture d'analyse où chaque contact, chaque métadonnée, chaque fragment consigné acquiert une valeur méthodique.
Les correspondances identifiées renvoient à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes. Les rapports ne leur attribuent aucune intention politique. Ils les traitent simplement comme des points d'interaction permettant de cartographier les canaux possibles. Ce changement de focale constitue le véritable pivot de la séquence. L'incident n'avance plus par gestes successifs, mais par consolidation documentaire. Dans ce cadre renouvelé, la position d'Ibrahim Traoré apparaît en filigrane, non comme sujet explicite, mais comme paramètre du contexte dans lequel ces vérifications techniques prennent place. Les sources montrent seulement qu'une architecture d'examen approfondi s'active dès que des indices matériels suffisants émergent, obligeant les équipes à réorganiser leurs priorités d'analyse. Cette transition, discrète mais décisive, redéfinit la suite de la démarche. Ce n'est plus l'individu observé qui éclaire la situation, mais la structure elle-même. Les informations disponibles permettent d'analyser les effets de la séquence selon 4 catégories fonctionnelles. Cette approche reste strictement technique. Elle vise à comprendre comment une procédure, observation, interpellation, exploitation documentaire se répercute dans différents segments du système. Dans ce cadre, la présence d'Ibrahim Traoré n'est pas interprétée politiquement. Elle sert de paramètre contextuel influençant la sensibilité institutionnelle aux variations constatées. 1. Administration publique, NN. Elles sont les premières à ressentir les ajustements liés à l'incident. Les rapports mentionnent notamment l'écart de 17% dans les flux internes utilisés comme seuil pour recalibrer les alertes. Les équipes doivent adapter la répartition des ressources, garantir la continuité des cycles décisionnels et vérifier que les procédures de supervision restent cohérente malgré l'augmentation temporaire des charges analytiques. Ces effets ne sont pas visibles pour le grand public, mais ils modifient les délais, les priorités internes et la coordination entre unités. L'environnement décrit autour d'Ibrahim Traoré accentue cette sensibilité, sans que les documents n'en tirent une conclusion normative. 2. Entreprises et secteurs économiques, DN. Les ajustements financiers décrits dans les sources, hausse de 37% des revenus miniers et progression de 28% des dépenses de sécurité, influencent indirectement les coûts logistiques, les délais d'approvisionnement et la planification des acteurs économiques. Certains secteurs doivent intégrer des variations de flux, réévaluer leur marge opérationnelle ou revoir la structure de leur partenariat. Les effets sont mesurables mais non uniformes. Les organisations dotées de capacités plus souples absorbent mieux les fluctuations, tandis que les segments plus dépendants des chaînes extérieures ressentent les tensions avec davantage d'intensité. 3. Population et usages quotidiens, MND. Les ajustements administratifs ou logistiques, même lorsqu'ils ne sont pas visibles, modifient parfois les routines locales. Les documents mentionnent des outils simples utilisés par les observateurs. Relevé de prix, comparaison de flux, enquête rapide. Ces méthodes permettent d'identifier des micro-variations. Mouvements de stock, délais inhabituels, changements dans la disponibilité de certains biens essentiels. L'environnement institutionnel suivi autour d'Ibrahim Traoré donne à ces observations une portée analytique accrue, mais sans extrapolation. Les rapports se bornent à noter les effets mesurables et leur intensité variable selon les zones. 4. Régions et zones exposées, KVV. Ici, l'intérêt porte sur la capacité d'absorption, les infrastructures locales, la densité des échanges, les dépendances logistiques et la circulation économique influencent la manière dont les variations se diffusent ou restent contenues. Les documents indiquent que les effets dépendent surtout du degré d'exposition aux interactions extérieures. Les régions fortement connectées absorbent les chocs en reconfigurant leur réseau, tandis que les zones plus isolées ressentent
plus directement chaque modification. Cette lecture n'attribue aucune intention. Elle décrit simplement la dynamique fonctionnelle d'un système confronté à des signaux successifs. Pris ensemble, ces quatre ensembles illustrent la manière dont une séquence technique se propage en ajustements concrets. Ils montrent aussi comment un environnement institutionnel sensible, notamment celui observé autour d'Ibrahim Traoré, transforme des variations limitées en paramètres structurants pour la suite des opérations. Les informations disponibles se prêtent à une modélisation prospective en trois scénarios, non pour anticiper une trajectoire politique, mais pour organiser l'évaluation des risques opérationnels dans les 12 prochains mois. Chaque scénario s'appuie exclusivement sur les dynamiques observées, variations internes, ajustements économiques, exploitation de données sensibles et reconfiguration progressive de certaines chaînes procédurales. Scénario 1, continuité maîtrisée, base. Dans cette hypothèse, les paramètres actuels demeurent relativement stables. Les effets mesurables de la hausse de 37% des revenus miniers, de la progression de 28% des dépenses de sécurité et de la diminution de 45% des aides extérieures continuent de produire des ajustements, mais sans engendrer de rupture majeure. Les cycles administratifs poursuivent leur fonctionnement, les unités chargées de la supervision affinent leurs outils d'analyse et les mécanismes décisionnels restent prévisibles. L'incident étudié demeure alors un catalyseur de vigilance renforcé plutôt qu'un facteur de déséquilibre. Scénario 2, renforcement et consolidation optimistique. Ici, les transformations déjà observées s'articulent plus harmonieusement, les systèmes de coordination gagnent en clarté, les chaînes d'information deviennent plus cohérentes et les ajustements économiques s'intègrent avec un coût réduit. Les pratiques issues de l'exploitation documentaire, vérification élargie des métadonnées, cartographie des contacts, harmonisation des analyses, améliore la robustesse institutionnelle. Ce scénario suppose une montée en efficacité sans pression supplémentaire, où la continuité opérationnelle devient plus fluide et où les marges d'erreur se resserrent. Scénario 3, contraintes accrues. Worst. Dans cette hypothèse, les tensions augmentent, ressources plus limitées, perturbations extérieures plus fréquentes, chaînes logistiques davantage sollicitées. La baisse de 45% des aides conditionnées devient un facteur structurel de vulnérabilité et les mécanismes de supervision doivent absorber un volume plus élevé d'incertitudes. Les systèmes administratifs et logistiques doivent alors gérer des ajustements rapides, parfois coûteux, qui réduisent la prévisibilité des opérations. C'est dans ce cadre qu'apparaît l'usage méthodologique du conditionnel. Si les signaux faibles s'intensifiaient, les coûts d'adaptation pourraient croître plus vite que les capacités d'absorption. Recommandation de posture analytique. Plutôt que de privilégier un scénario unique, les documents suggèrent d'adopter une lecture dynamique. Observer les transitions plutôt que les instantanés, identifier les interactions plutôt que les symptômes isolés, et considérer chaque variation comme un mouvement plutôt qu'une rupture. Les documents disponibles proposent une segmentation dans trois ensembles d'acteurs, non pour produire une lecture sociale normative, mais pour éclairer la manière dont une séquence opérationnelle, signal faible, vérification successive, exploitation documentaire, peut se répercuter sur des publics aux besoins différents. Cette structuration aide à comprendre comment les ajustements, même techniques, deviennent perceptibles dans la vie quotidienne. Groupe A. Jeunes actifs, professionnels en début de parcours. Ce groupe constitue souvent un indicateur précoce des variations systémiques. Les rapports mentionnent que ces publics perçoivent rapidement les changements liés aux délais administratifs, à la disponibilité de l'information ou à la stabilité des environnements de travail.
Lorsqu'une enquête mobilise des ressources institutionnelles supplémentaires, même de manière ponctuelle, des micro-variations peuvent apparaître. Processus légèrement plus long, transfert de responsabilité, adaptation des outils internes. Une suggestion analytique revient souvent: suivre l'évolution des compétences demandées dans les secteurs les plus sensibles. Groupe B: ménage établi, communauté locale, activités régulières. Ici, l'attention porte sur les routines. Les ajustements décrits dans les sources, variation de flux, gestion logistique, consolidation de certaines priorités, peuvent modifier la disponibilité de biens essentiels, les prix, les mobilités quotidiennes. Les observateurs utilisent des méthodes simples: relevé de prix, comparaison des flux, observation des circuits de distribution. Ces mesures permettent de repérer les fluctuations discrètes qui n'apparaissent pas toujours dans les rapports techniques, mais qui influencent directement la vie courante. Groupe C: acteurs externes, diaspora, partenaires techniques. Ce segment analyse surtout la continuité des échanges et la stabilité des canaux d'information. Les documents évoquent que certains contacts identifiés lors de l'exploitation des données renvoient à plusieurs pays voisins. Ce type d'élément, même sans interprétation politique, permet d'évaluer la densité des réseaux et la capacité d'adaptation aux variations contextuelles. Pris ensemble, ces trois ensembles montrent comment une séquence technique peut se traduire en effets concrets différenciés. L'élaboration d'une feuille de route opérationnelle, telle qu'elle apparaît dans les documents disponibles, répond à un impératif clair: transformer une observation isolée en capacité durable d'apprentissage institutionnel. Dans un contexte où chaque variation peut devenir un indicateur structurel, notamment autour d'Ibrahim Traoré, la structuration en 5 axes permet de clarifier les priorités sans dépasser ce que montrent les sources. Axe 1: consolidation de la surveillance. Il s'agit d'intégrer les flux d'informations existants, d'établir des seuils d'alerte cohérents et de garantir un traitement systématique des signaux faibles. Les indicateurs comprennent temps de détection, cohérence des données, stabilité des réponses initiales. Axe 2: optimisation des ressources essentielles. Les organisations doivent cartographier leurs capacités, identifier les dépendances critiques et assurer la continuité opérationnelle. Les rapports mentionnent particulièrement la disponibilité des stocks, la redondance logistique et la mobilité des équipes. Axe 3: communication interne et sensibilisation. Cet axe repose sur la réduction des erreurs opérationnelles grâce à des outils de coordination, des modules de formation ciblés et une diffusion consolidée des messages. La mesure porte sur la cohérence des transmissions et la participation active des unités concernées. Axe 4: partenariat technique. Les documents décrivent la nécessité d'harmoniser les protocoles et de mutualiser certaines ressources. Les critères incluent la fluidité des échanges, la capacité de réaction et l'alignement des procédures. Axe 5: évaluation continue. Des audits réguliers permettent d'ajuster les priorités, de tester la robustesse des mécanismes et de consolider les enseignements extraits des variations observées. Cet axe ferme la boucle. Il transforme les données en méthodes durables. Ensemble, ces 5 axes définissent une progression cohérente, adaptée à un environnement sensible où chaque ajustement compte, surtout lorsque les variations détectées touchent aux structures opérant autour d'Ibrahim Traoré. Le motif qui traversait discrètement les premières étapes, celui des officiers observant un individu étranger circulant entre plusieurs sites, réapparaît d'ici comme un rappel structurant.
Il permet de comprendre que l'essentiel n'était ni dans le déplacement ni dans l'interpellation, mais dans la capacité du système à transformer une observation minime en apprentissage méthodique. À mesure que les vérifications s'enchaînaient, chaque détail, chaque contact, chaque variation se recomposait en un cadre analytique plus large. Autour d'Ibrahim Traoré, cette dynamique ne prenait pas la forme d'une affirmation politique. Elle décrivait plutôt un mouvement institutionnel, relié, comparé, affiné. Dans cette perspective, l'incident n'était pas une rupture mais une trajectoire, une série de gestes sobres, répétés, précis, qui dévoilaient progressivement ce que les structures tolèrent, ce qu'elles corrigent et ce qu'elles apprennent. Le retour au motif initial montre que les systèmes ne se renforcent pas à travers des événements spectaculaires, mais grâce à leur capacité à intégrer ce qu'ils observent et à ajuster leurs protocoles. La force d'un système tient à sa mémoire, à sa mémoire active. Ainsi, la conclusion n'enferme aucune. Elle invite simplement à poursuivre l'examen des mécanismes discrets qui façonnent les équilibres observés. Si l'ensemble des sections précédentes s'attachait à décrire une mécanique institutionnelle, cette dernière partie vise plutôt à ouvrir un espace de réflexion collective. Les documents montrent que les systèmes n'évoluent pas uniquement par contrainte, mais aussi par l'attention que chacun porte aux signaux faibles, aux ajustements discrets, aux variations qui redessinent silencieusement les équilibres. Cet enjeu dépasse les structures administratives. Il touche aux communautés, aux professionnels, aux observateurs extérieurs, à tous ceux qui s'intéressent à la manière dont une organisation apprend, absorbe et affine ses pratiques. Dans cette perspective, la compréhension d'un incident technique devient un exercice partagé. Il ne s'agit pas d'adhérer à une interprétation, mais d'examiner comment les informations circulent, comment les priorités se déplacent et comment une société réagit lorsque ces mécanismes internes sont mis à l'épreuve. La couche symbolique tient ici dans la capacité à reconnaître la valeur d'un détail, la portée d'une variation, l'importance d'un protocole bien ajusté. Alors, pour prolonger cette réflexion, selon vous, quels autres mécanismes mériteraient d'être éclairés ou questionnés